hockey LPHF avec la journaliste affectée aux affaires de l'équipe montréalaise, Christine Roger. Salut, Christine. Bonjour. Et le descripteur des matchs de l'équipe montréalaise. Mais t'en as fait d'autres. T'en as fait un autre. On a fait le match d'ouverture en plus, mais on fait surtout l'équipe de Montréal. C'est ça, surtout l'équipe de Montréal. Monsieur Jean Saint-Onge. Salut, Jean. Je m'appelle Alexandre Coupal et aujourd'hui, on va revenir parce qu'il n'y a pas eu de... Là, vous allez me dire, coudonc, il me semble, il n'y a pas eu de match. Non, il n'y en a pas eu parce qu'on était en pleine pause internationale. Ben, on a été en pause des étoiles d'abord. C'est vrai, t'as raison. 5 jours. Et ensuite... 10 jours de pause internationale. Ils sont toujours en pause, ces filles-là. Sauf les meilleurs. Oui, parce qu'elles ont joué dans le cadre de la série de la rivalité. On va revenir là-dessus. On va revenir aussi sur cette annonce d'organiser des matchs en terrain neutre. C'est-à-dire que ça prive des partisans et des partisanes de leur équipe à la maison. Ça fait grincer des dents. On va revenir là-dessus. Et il y a eu une première transaction dans la LPHF et toute une, à part ça. Ouais. Ça va 2 nous permettre contre aussi... 1 avec une vieille joueuse fantastique. Et une jeune... Et un espoir remarquable. Voilà. On va revenir là-dessus également. Mais d'abord, la série de la rivalité qui se terminait dimanche comme d'habitude. C'est-à-dire, les États-Unis ont l'air de s'en aller avec la victoire sans problème, puis finalement, à la fin, c'est le Canada qui gagne. Exactement le même scénario que l'année passée. Les Américaines gagnent les 3 matchs d'automne. Par la suite, le Canada gagne les 4 matchs. Mais le 4e ou le 7e match, la 4e victoire, une raclée. 6-1, les doigts dans le nez, une main dans le dos. Mais moi, ce que j'ai aimé de cette série-là, c'est le match, le blanchissage qu'Emerald Smashmeyer est allé chercher. Smashmeyer, qui est habitué d'être gardien numéro 2, qui a très peu de temps de jeu, et là, qui est gardien numéro 1 à Ottawa, et fait très bien. Et là, elle joue tout un match, va chercher ce jeu blanc, et là, on dirait qu'à partir de ce moment-là, l'équipe canadienne était sur son air d'aller. Là. Et ça donne une idée de la profondeur des gardiennes au Canada. C'est vraiment incroyable parce qu'à Montréal aussi, on s'entend que Chuli n'est pas mauvaise. Campbell, après un mauvais début de saison à Toronto, s'est ressaisi. Puis il y a Anne-Renée Desbiens, qui est pas mal non plus. Bref, les gardiennes, ça ne sera pas un problème pour le Canada. Je vais saisir cette opportunité-là parce que c'est ce qu'on se racontait la dernière fois qu'on s'est vu avant la série de la rivalité. C'est que là, soudainement, il y a plein de joueuses qui... Il y avait congestion à leur position dans l'équipe nationale canadienne ou américaine. Il y avait perception de congestion parce que les joueuses qui ne jouaient pas... des fois, c'est peut-être qu'on leur donnait pas la chance. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a juste 6 places à défense, il y a juste 2 places de Et les gardiennes. états-majors des équipes, encore plus au Canada qu'aux États-Unis, c'était comme... Très conservateur. Déjà décidé. Elle est bonne, En même temps, Jean, c'est correct. Why fix it? Ça prend un certain renouvellement. Et voilà. Et là où je voulais en venir, c'est est-ce que dans ces 4 matchs-là, là, tu parles de Meshmeyer qui, justement, en a profité pour se mettre en évidence. Est-ce qu'on a vu d'autres joueuses comme ça, là, qui ont semblé profiter peut-être de ce qu'elles ont comme temps de jeu dans leur équipe de la LPHF? Moi, il y en a une qui est pour le Canada qui est vraiment ressortie. C'est la petite blonde, là, la copie conforme de... C'est Mme Maltais. Emma Maltais, qui jouait presque strictement en désavantage numérique avec l'équipe canadienne, sur le 4e trio ou même comme 13e attaquant. Elle a pris du temps de jeu et elle a montré, particulièrement lors du dernier match, mais tout au long de la série, elle profite de jouer régulièrement dans une vraie ligue, pas des matchs ici et là avec des showcases et des trucs comme ça. C'est pas une joueuse de 4e trio. Dans son ADN, c'est... Je veux marquer des buts. Elle avait toujours été utilisée sur des trios défensifs, comme tu dis. Et là, à Toronto, on veut pas, on lui donne plus de responsabilité. Puis là, elle répond à l'appel. Nathalie Spooner est encore... moi, ça me fascine comment cette fille-là est revenue de son accouchement. Puis je suis un peu jalouse, là. Elle était en feu. C'est comme si elle avait jamais enfanté. Mais il y a aussi des... Là, on sent une Connors. On a de jeunes joueuses qui poussent. Puis c'est des beaux moments. C'est des filles qui ont rêvé de jouer avec Marie-Philippe Poulin. C'est fou. Tu as vu la photo de Connors? On avait une photo de Connors qui était tout petite dans un, je sais pas, c'est un match de l'équipe canadienne. Elle avait son petit chandail du Canada à côté de Marie-Philippe Poulin. C'est ça, quand les joueuses, comme au soccer, se font accompagner par des jeunes joueuses sur la patinoire. C'était Maggie Connors à côté de Marie-Philippe Poulin. Là, elle était vraiment à côté, elle jouait sur le même trio. C'est quand même fascinant. Mais tu dis, on va parler... Ça pas par la main, là. Non. On parlait de la série Rivalité. Je dis peut-être la dernière fois qu'on en parle parce que, bon, là, oui, c'est beau, le Canada a gagné, mais il faut que la formule change. Cette série-là a été créée pour que les joueuses disputent des matchs, aient des opportunités de jouer. Mais là, moi, quand je voyais tout ça, honnêtement, que j'ai vu, bon, il y a la Ligue, puis après ça, il y a eu le match des étoiles, puis après ça, on s'en va à la série Rivalité, puis on revient.
Je commençais à être inquiète pour une Anne-Renée Desbiens ou une Marie-Philippe Poulin. Je me dis, c'est beaucoup, beaucoup de charges de travail et j'ai peur pour les blessures. J'ai hâte de voir parce que on parle d'un calendrier l'année prochaine de 32 parties. Est-ce que la LPHF va ajuster son calendrier en fonction des fenêtres internationales, un peu comme on fait au soccer, ou comme la Ligue nationale de hockey, on va vouloir que les fenêtres internationales s'ajustent à notre calendrier. Et exemple, est-ce que cette série-là de la rivalité va continuer d'exister, mais avec des équipes de jeunes ou avec des équipes de relève, les équipes de développement? C'est intéressant. Mais les fenêtres internationales, c'est pas uniquement pour le Canada et les États-Unis. Pendant que le Canada affrontait les États-Unis dans la série de la rivalité, il y avait 2 tournois en Europe. Où le tournoi remporté par la Finlande, où Susanna Tapani, dont on va parler plus tard, qui a été dans la transaction, a été la meilleure marqueuse dans un tournoi remporté par la Finlande. 3 victoires en 4 matchs. La seule défaite, c'était contre la Suède. Ils ont battu la Tchéquie, où Vanišová a eu du succès également. Et il y avait un autre tournoi pour l'autre niveau de hockey féminin avec l'Italie, qui va être aux Jeux olympiques, naturellement, en tant que pays hôte, et qui jouait contre la Grande-Bretagne, le Danemark, j'oublie l'autre équipe, il y était 4 équipes qui sont en développement. Donc, ces fenêtres internationales-là sont quand même importantes. Et il y avait des joueuses de la LPHF dans ces 2 tournois européens-là, en plus de remplir la série de la rivalité. Ouais. Donc, garder ça, moi, je pense que c'est une bonne chose, cette fenêtre-là. Donc, peut-être la série de la rivalité, ça devient à ce moment-là un mini-tournoi de 3 matchs au lieu d'être une série de 5 matchs. Est-ce que la fenêtre du match des étoiles, on y tient tant que ça? Est-ce qu'on veut garder et bâtir le lien entre la LPHF et la LNH? Mais là, surtout que le match des étoiles, est-ce que déjà, dès l'an prochain, il va y avoir un tournoi international? Le concept du week-end des étoiles va évoluer, va changer. Donc, si on se fie, parce que ce que je comprends avec cette ligue-là aussi, c'est qu'on veut vraiment le pouls des joueuses. Puis pour avoir discuté avec des joueuses, je pense que le match des étoiles ou faire partie un peu de ce week-end-là, c'est assez important pour elles. Elles sont contentes d'être là. Pour ce qui est de la série rivalité, celle à qui j'en ai parlé, on me dit il va falloir évidemment que ça change. Parce que là, puis c'est des joueurs qui m'ont dit est-ce que l'idée, ce serait de faire justement, de donner du temps de jeu aux jeunes. Quand tu parles de renouveler l'équipe canadienne, est-ce que c'est peut-être pas l'occasion justement de tester des trucs avec des joueuses qui ne sont pas Marie-Philippe Poulin ou Laura Stacey? Est-ce qu'il faut que ce soit moins de matchs? Mais c'est parce qu'à un moment donné, sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça se peut que des joueuses, finalement, décident non, mais moi, je vais rester avec mon équipe professionnelle pour laquelle je suis payée et tout, puis je vais faire une croix sur le Canada, puis on en a déjà parlé, mais j'ai bien hâte de voir quand j'allais dire Corey Sherry, Gina Kingsbury à Toronto va se retrouver avec ce dilemme-là, elle priorise son équipe ou son pays. Et là, déjà, du côté, on a des joueuses à Montréal, Christine O'Neill, qui est pas là, qui est blessée, Lashkova, qui est, on nous a dit... je pense que c'est au genou. Parce qu'évidemment, on ne connaît pas la blessure, on ne sait même pas si elle est malade ou c'est quoi. Sauf qu'on l'a vu sur les médias sociaux, elle a eu une orthèse à la jambe droite. Et elle s'est blessée dans le tournoi en Europe? Non, elle n'est pas allée finalement. Okay. Moi, j'ai envoyé un petit texto à Jean, puis j'ai dit, je pense que finalement, elle est blessée au genou. C'est le fun qu'ils aient gardé les affaires qu'on aime, là, du flou sur les blessures. C'est le fun. Danielle est pire que ça. Danielle Sauvageau, la directrice générale, elle ne veut même pas le dire. Elle peut jouer ou elle ne peut pas jouer. Parce que son grand-père est décédé ou parce qu'elle a mal au genou, on s'en fout. Tandis que pour nous, comme journalistes qui couvrons l'équipe, c'est quand même différent. Si elle est absente pour aller aux funérailles de son grand-père ou si elle vient de se déchirer le ligament croisé antérieur puis est absente pour 4 mois, je veux dire, ça a une incidence dans la couverture de notre équipe. Ben oui, puis les gens qui suivent cette équipe-là, ils veulent le savoir. J'ai hâte de voir, parce que l'année prochaine, tu l'as dit, c'est une Coupe des 4 nations qui aura C'est ça, c'est dès l'an prochain. À la place du match des étoiles. Donc, est-ce qu'on va y aller avec le pendant féminin durant la même semaine? Ça serait le fun. Avec les mêmes villes qui sont impliquées. J'ai bien hâte de voir où on s'en va avec ça. Si la LNH se permet une rare élégance, parce que c'est rare d'inviter les joueuses à participer au match des étoiles, ce serait chouette qu'il en reste quelque chose ou qu'il continue d'y avoir une sorte de pas d'alliance, mais qu'on fasse quelque chose ensemble. Mais je reviens à cette idée-là de la pause internationale. Tu sais, tu disais l'année prochaine, il va y avoir un calendrier de 32 matchs, mais qui va commencer au mois de... À l'automne. Novembre même. Donc, il y a peut-être une fenêtre avant. Tu sais, c'est peut-être plus facile de déplacer ces fenêtres-là. Parce qu'entre nous... là, c'est sûr que c'est les tout débuts, là.
Mais là, c'est des tout débuts. Là. C'est pas une pause de 2 semaines. Et là, ça fait 2 semaines qu'il n'y en a pas. Et il y en a une autre de 3 semaines qui s'en vient pour le championnat du monde. On va revenir, on va avoir 5 matchs à jouer, puis ça va être les matchs éliminatoires. Donc, c'est vraiment... C'est ça. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des pauses comme ça qui se répètent. Je sais que c'est ton show, là, mais je ouvre une petite parenthèse avant qu'on parle de la transaction. Le dossier qu'on aime suivre, Catherine Dubois, là, moi, ça m'intéresse encore. On l'avait pas parce mis que là, parce que là, Catherine Dubois, ce qu'on comprend... Son contrat est en pause aussi. Oui, c'est ça. C'est que le contrat de 10 jours, pendant les pauses internationales, est en pause. Pendant la pause des étoiles... Donc, les 10 jours, on reprend... Donc là, on reprend en fin de semaine, là, peu OK. importe, prochain match. Et là, on l'avait dit... Après, on fait quoi avec Catherine Dubois? Juste pour resituer les gens, là, Dubois était sur l'équipe de réserve. Voilà. C'est pas une équipe de réserve, elle était sur la liste des 3 joueuses réservistes. Elle a eu droit à un premier contrat de 10 jours et l'équipe peut seulement en accorder 2. Elle est déjà dans ce deuxième. Et on ne sait pas, c'est ça. On sait pas qu'est-ce qui... Mais là, tu vois, une première transaction, là, il va peut-être commencer à avoir du mouvement. Il va falloir, je pense, que Montréal prenne une décision. Et la transaction, c'est 2 joueuses contre une. Donc, il y a un trou qui se fait dans une des 2 équipes. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'on va voir les équipes jouer vraiment avec leur liste de réserve? Est-ce qu'on va leur donner le droit de jouer avec les listes de réserve? Il y a des équipes... Là, c'est une transaction entre 2 équipes. Alors, mais il y a eu du mouvement quand même dans certaines équipes où, justement, des joueuses de réserve ont signé un contrat, puis on a vu une joueuse régulière être rétrogradée en quelque sorte au rôle de réserviste. Donc, ça peut être une solution. Ça se peut, parce que ce que tu nous avais expliqué, c'est qu'il y a seulement que les joueuses qui ont un contrat d'1 année qui peuvent être remerciées, entre guillemets. Mais est-ce qu'une joueuse qui a un contrat de 2 ans peut se voir placée sur la liste de réserve? Ce que je comprends, c'est que son contrat, à partir de 2 ans, est garanti, donc le salaire aussi. Est garanti. Mais les contrats d'1 an, il y en a plusieurs à Montréal. Moi, c'est des opinions. Là. Moi, je pense que... Catherine Dubois a montré plus moi, honnêtement, que celle qui me déçu beaucoup, c'est Dempsey, que je pense qu'on... Gillian Dempsey. Gillian Dempsey, on la met sur un piédestal parce que ça a été une grande joueuse dans la PHF. Elle a de l'expérience. Mais là, on ne sait plus la PHF. Là. C'est LPHF, on est ailleurs. On a du respect pour ses cheveux gris qu'on a montrés jusqu'à présent. Mais c'est ça. Puis honnêtement... des fois, j'étais à la Place Belle l'autre fois, puis à un moment donné, je disais, hey, coudonc, elle joue dessus. Je l'avais même pas remarqué. Puis la réalité, c'est que Catherine Dubois, des fois, c'est négatif, c'est des pénalités ou peu importe, mais chaque fois qu'elle saute sur la patinoire, elle se fait remarquer. Ouais. Non, puis elle a un style et une présence qui est différente de toutes les autres attaquantes de Montréal. Donc, elle se démarque et ils ont peut-être plus besoin d'une Catherine Dubois qu'une autre Dempsey. Oui, parce qu'il n'y a peut-être pas juste Dempsey. Là. Il y en a d'autres, mais moi, je veux pas qu'on... peut-être un parti pris. Je ne veux pas qu'on touche à Gabrielle David. Mais c'est parce que je trouve que quand on parle du futur, c'est une jeune qui a énormément de potentiel. Je pense que c'est là-dessus dont on doit se tourner vers ça, autant du côté de l'équipe canadienne que de la Ligue. Parce que quand on regarde juste du côté de Montréal, les meilleures joueuses sont quand même plus... trentaine, début de trentaine. Si on va assurer la pérennité de cette ligue-là, il faut s'assurer aussi que les jeunes de 23, 24, 25 ans, on ne va pas jeter la serviette trop rapidement. Et Dubois s'inscrit tout à fait là-dedans. Voilà. Cette transaction à laquelle on fait référence depuis tantôt, et je disais, c'est pas une mineure. Là. Boston a envoyé Sophie Jacques, qui est une Ontarienne. Jakes, pardon. Ouais, moi, je pense que je suis francophone. Oui, mais pas elle. T'as raison. Oui, non, mais t'as raison. Elle est aussi francophone que Christine Sinclair. C'est ça. Donc, Sophie Jakes, qui est une Ontarienne, qui a gagné le Patty Kazmaier récemment. L'année dernière. Ça, c'est le trophée remis à la meilleure joueuse dans la NCAA. Donc, comprendre par là que c'est toute une pointure, c'est un espoir on fait une jeune joueuse de très haut niveau. Elle passe de Boston et ça va au Minnesota. Et en retour, tu parlais de Susanna Tapani, qui est sinon la meilleure joueuse finlandaise. Elle s'en va à Boston avec Abby Cook. Et comme tu le faisais remarquer, ça va libérer une place au Minnesota. Ça serait intéressant de voir ce que ça va faire. Mais juste sur le processus de la transaction, ça fonctionne comme ailleurs? Simplement. C'est pas. Voilà. Non, mais dans le sens, on n'est pas ça. C'est la première. C'est ça, c'est pour ça qu'on en profite. Et ce qui va en découler, c'est ça qui nous intéresse peut-être un petit peu plus éventuellement. Il arrive quoi avec la place de libre? Parce que la transaction comme telle, moi j'adore ça parce qu'on va chercher une défenseur pour remplacer Jakes en Abby Cook. On va chercher une attaquante établie parce que Tapani, on l'a dit, c'est ma joueuse de ringuette préférée parce qu'elle a gagné plusieurs fois le championnat du monde de ringuette.
Elle vient au tournoi européen. Là, c'est elle qui a fini première marqueuse avec 10 points. Donc, elle est au sommet de son art encore, même si elle a franchi le cap des 30 ans. Et Jakes, ben, c'est l'inverse. C'est une joueuse de défense, en théorie. Une défenseuse ou une défenseur. C'est ce que j'avais compris, mais qui a quand même été meilleure marqueuse de son équipe et deuxième marqueuse à sa dernière année, puis qui a gagné le trophée Patty Kazmaier. Donc, c'est une joueuse dont on attendait beaucoup en attaque, qui était le deuxième choix de son équipe de Boston. Et ça ne débloquait pas encore, parce que la fille a toujours été la meilleure. On a bâti, même si elle était joueuse de défense, on a bâti l'attaque autour de cette fille-là. Et là, faire le saut directement de l'université au professionnel, là, c'est pas facile au hockey masculin. Et ça a l'air que c'est pas plus facile au hockey féminin. C'est ça la vérité. Mais quand je dis on ne sait pas, c'est qu'est-ce que je veux dire, c'est aussi on connaît pas les salaires. Parce qu'il y a tout un côté mathématique dans cette ligue-là où il faut maintenir la moyenne salariale d'à peu près 55 000 US. Donc pas d'à peu près, de 55 000. Non, c'est ça. Mais là, c'est parce qu'on me dit ça, qu'il y avait quand même une petite marge de manœuvre de 5-10 %. Ça aurait l'air à peu près. Peu importe, l'affaire, c'est qu'on ne se connaît pas les salaires. Donc, c'est quoi les salaires qui se sont transigés, puis à quel point il va falloir peut-être qu'ils fassent de la place ailleurs? Est-ce qu'ils continuent de respecter la moyenne salariale? On ne sait pas. Et Jakes a un contrat de 3 ans, donc les contrats. Avec un bon salaire, on imagine, parce que. C'est ça. Et Tapani avait un contrat de 2 ans. Okay. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça, parce que tous ces détails-là, on est en train de les bâtir. Exactement. Donc, j'ai hâte de voir. Mais c'est vraiment une vraie transaction de hockey, comme on voit rarement, c'est-à-dire une joueuse établie contre des choses importantes. Un espoir. Donc, c'est vraiment le fun de suivre. Et peut-être que Minnesota, qui est dans une belle situation, on s'entend en ce début de saison-là, va peut-être flairer l'opportunité de bâtir pour plusieurs années. Oui, c'est ça. Non, ça va être très intéressant. Avec Taylor Heise, c'est une équipe qui veut vraiment développer les jeunes talents. Puis je pense qu'on a une vision à long terme du côté du Minnesota. En tout cas, si Sophie et Jake étaient disponibles, est-ce qu'on va commencer à entendre les Tudors au gaz, Sauvageau? Ce serait la consécration. Ce serait la consécration. Vrai, si on n'offre pas un contrat à Catherine Dubois, moi, je sens que ce qui va se passer, c'est qu'une autre équipe va mettre la main sur cette fille-là. Et là, il y aura... Je pense, certains mécontents. Et parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ça me désole de le constater, mais j'aurais été le premier. Été le premier à le dire. Je m'excuse, Dani, je m'excuse. OK, en terminant, un petit mot sur ce qu'on évoquait au début. Le match en terrain neutre. En même temps, comment dire... C'est une bonne idée. C'est une bonne on s'en idée. va à Pittsburgh et à Détroit. Dans le cas du match à Pittsburgh, c'est un match local de Montréal contre Toronto. Je pense que c'est ça que les gens sont ça, alors que la confrontation du week-end entre Montréal et Toronto va se dérouler au gros aréna des Maple Leafs. C'est déjà tout vendu ou presque. Là, les partisans de Montréal disent on va faire ça au Centre Bell. Pourquoi notre match local contre Toronto, on n'a pas pu l'avoir au Centre Bell? Pourquoi? Je sais pas. Peux-tu lancer un peu de chicane? Oui, vas-y donc. C'est pas mon genre, là, mais est-ce que le Canadien appuie vraiment l'équipe féminine? Oui, c'est la question. Parce que moi, des fois, j'ai l'impression que le Canadien appuie l'équipe féminine de Montréal comme le Canadien appuie le retour des Nordiques. C'est-à-dire, quand on leur donne un micro, ils l'appuient. Ça paraît bien. Dans les faits, ils pourraient l'appuyer plus. En tout cas, c'est l'impression. Le Centre Bell était libre, cette date-là. Je veux dire, puis je ne comprends pas. Puis aussi, là, l'affaire, les détenteurs de billets de saison, je les comprends. C'est que 11 matchs, il en a acheté juste 11. Non, mais ils se font dire, en tant que détenteur de billets de saison, vous pouvez acheter en priorité vos billets à Pittsburgh. Ils sont comme, mais voyons, à Pittsburgh, moi, j'ai acheté pour aller à Place Belle ou à l'Auditorium de Verdun. J'ai pas acheté pour aller là-bas. À Pittsburgh, au mois de mars, là, entre ici et Pittsburgh, il peut y avoir de la neige en tabarouette. Fait que là, les gens sont un peu sous le choc. Puis après ça, c'est vraiment de voir le match qui est disputé à Toronto, que là, je pense à ça, c'est la goutte. La goutte qui fait déborder le vase. Puis honnêtement, moi, j'étais certaine que ce serait au Centre Bell parce que je voyais Toronto. Puis je me disais, hey, le Centre Bell, il est vide. Ça va être extraordinaire. Ça va être parfait. On va battre le record. Pittsburgh. Puis... On donne un avantage à Toronto de jouer à domicile. On s'entend que Montréal-Toronto... à Pittsburgh. Toronto, quand ils perdent, peu importe contre qui on est heureux, mais dans la rivalité Montréal-Toronto, on leur donne un avantage de 18 000 spectateurs. Ouais. Puis nous, on s'en va jouer à Pittsburgh. À Pittsburgh, où il y aura... Mais c'est la Ligue qui a décidé. Mario, peut-être que Mario va être là. On dit que la Ligue a décidé. Daniel Sauvageau dit on voulait un match vraiment en terrain neutre. La Ligue a décidé ça. Mais ça, c'est ça. Mais...
honnêtement, si le Canadien avait levé la main et dit « Hey, le Centre Bell est ouvert, on vous accueille », ben là, je peux pas croire. La Ligue aurait pas dit « Non, on préfère aller à Pittsburgh ». Mais la question se pose. La question se pose, oui, mais on te dit ce que nous, on réussit à déduire. Non, mais je veux dire, il faudrait poser la question. Parce que là, selon l'équipe féminine... Oui, c'est la Ligue qui a décidé. C'est la Ligue... C'est la Ligue qui a décidé. La Ligue veut explorer... Et ça, c'est correct. Ce week-end-là, tous bien. Les matchs sont dans des arénas de la Ligue nationale. Naturellement, Minnesota joue déjà dans une... Ça fera pas une grosse différence. Et les deux autres, un match à Détroit et un match à Pittsburgh. Donc, on veut explorer les marchés de la Ligue nationale de hockey, qui seraient des nouveaux marchés pour le hockey féminin. Mais d'un autre côté, l'équipe de Montréal aurait pu dire aussi que au lieu de jouer un autre des matchs, on peut le jouer ce match-là en terrain neutre. C'est ça. Mais ça nous prendrait un de nos matchs à Verdun, on pourrait peut-être le faire au Centre Bell. Bon, de toute façon, moi, je suis encore en Moses que le match d'ouverture n'avait pas été au Centre Bell. Dans le temps des fêtes, avec une grosse promotion et tout ça, on aurait... Je ne sais pas si on l'aurait rempli, le Centre Bell, mais avec ce qu'on a vu ailleurs, j'ai l'impression qu'on aurait mis du monde en tabarouette. Mais là, c'est plein à la Place Bell. Là. Donc, je veux dire, c'est sûr... Moi, je suis persuadée que s'il y avait ouvert le Centre Bell, il y aurait eu 21 000 personnes. Gars, ça c'est à Toronto, ça s'est vendu à 5 minutes. Moi, j'ai pas la réputation d'être pro-administration du Canadien. Je me plains régulièrement de ce que ça coûte rencontrer Youpi maintenant. Alors si tu vas au Centre Bell, tu payes et tu es sûr de voir Youpi. C'est ça. Puis j'ai cassé du sucre abondamment sur le dos du propriétaire, mais je veux pas la comparaison avec les Nordiques. Moi, je suis convaincu qu'effectivement, ils n'en veulent pas du retour des Nordiques, mais j'ai de la misère à me convaincre ce serait quoi le problème. Moi, je pense qu'il y a peut-être aussi juste une question de logistique. Là. Ce que je pense, c'est que ça paraît bien. Ils ont les casquettes, les petits chandails, mais ils pourraient en faire plus, comme, mettons, les Maple Leafs font, comme les Bruins font, comme le côté du Wild. Qu'est-ce qu'ils font dans ça de plus? Mais dans le cas du Wild, ils jouent dans leur aréna. Ouais, mais mis à part l'aréna, qu'est-ce qu'ils font de... Parce qu'ils vont vous répondre, oui, mais c'est l'aréna du Rocket qui leur sert. C'est l'aréna de l'organisation. Je pense qu'il est là, le gros débat, c'est que... Ou de la ville de Laval. Ben oui, mais les Canadiens c'est ton aréna, Jean, c'est toi qui l'as payé avec tes impôts. Avec tes impôts. Non, juste mais tu sais, je pense que déjà, le Canadien était en retard, tu sais, au départ, dès que la Ligue... ils sont en retard surtout. Non, mais la Ligue est partie, puis là, t'avais John Tavares, puis t'avais Austin Matthews qui avait le chandail, puis ce qu'on comprend, c'est que le Centre Bell, il n'a pas été ouvert aux filles, puis je pense que les joueurs auraient bien aimé ça, aller jouer devant 20 000 personnes au Centre Bell. Là, le pourquoi... Tu me dis question de logistique, je sais pas c'est quoi. Non, mais il était libre, le stade d'Arena, l'amphithéâtre, le 16 mars. Il était libre, puis je vois pas c'est quoi le problème. Là. Tu vends des billets, tant mieux, ils font plus de cash. Désolé, j'ai dit cash, je veux dire mais ça se dit. De l'argent. Non, mais c'est le langage universel. Non, désolé, nous sommes à Radio-Canada. De l'argent. Ah oui, des fois, je me le demande. Non, mais c'est parce que du cash, là, ça vaut plus que de l'argent. Ben oui, parce que fais des transactions avec du cash, tu vas voir que ça va mieux qu'avec de l'argent, du dollar canadien. Ah bon, d'accord, OK. Là, fait que c'est quoi le prochain? Là? Qu'est-ce que... En fin de semaine, là, gros week-end. À la Place Belle. Oui, mais là, ils jouent, comme dirait Martin. Oui. 2 matchs en 2 soirs, en tout cas, mais en 2 matchs ce week-end. On reprend. Donc, et en raison de ce calendrier dont on a parlé, non, le prochain gros match, là, c'est le 24. Oui, parce que ça, c'est à notre antenne. Hey. Wow. Non, on est des partenaires, on est des amis. On est tous là pour le bon plaisir de tout le monde. Mais n'oubliez pas que le 24 février, c'est un match diffusé. À la télé. À la télé et à ICI Télé. La télé, c'est fini, ça. Ben non, c'est important. C'est important. Ici, tout.tv. Aussi. Ça, mais... Il va être sur ici, tout.tv aussi. Comme tous nos matchs, d'ailleurs. Mais là, il y en a des matchs en fin de semaine chez nos amis. À RDS, on va le dire. À RDS. Oui.
Puis voyons voir. Dans 2 semaines, quand on va se revoir, il va falloir parler de l'expansion. Parce que là, on a parlé du match en terrain neutre. Parce que c'est ça que ça... Parce que c'est ça qui fait jaser sur les réseaux sociaux. Et il y a plein de monde qui veulent une expansion. On peut prendre 2 minutes, là. Parce que là, tu veux faire ça tout de suite, là? Il y en a qui veulent une équipe à Québec, là. Entre autres. Mais est-ce qu'ils ont un aréna? Est-ce qu'on peut attendre surtout... Alexandre Coupal, voyons. La Ligue nationale de hockey, ça a pris combien de temps avant qu'il y ait une expansion? C'est 30 ans. Il y a juste toi qui étais né, Jardy, tu pourrais nous le dire. Mais ça dépend de quelle expansion vous parlez. Parce qu'entre 1917 et 1942, là, ça, c'est 25 ans. Les 25 premières années de la Ligue, là, ils se sont promenés, 3 équipes, 4 équipes, jusqu'à 10 équipes. En 42, ils se sont établis 25 ans plus tard, avec 6 équipes. Puis ça a duré pendant 25 ans. Bon, j'étais pas loin. Comment il s'appelait? Je vais faire mon IA Tremblay, moi, là. 25 ans minimum. Donc, moi, je dirais pas 25 ans parce que tout va plus vite de nos jours, mais est-ce qu'on peut laisser ces 6 équipes-là s'établir comme il faut? De toute façon, est-ce que les propriétaires, parce que tant que les 6 équipes sont la propriété de la même personne ou de la même organisation, pardon, est-ce qu'ils veulent ajouter 2 équipes, 4 équipes, 6 autres équipes comme en 1967? Mais il semble qu'ils vont vouloir jouer... Ils vont peut-être vouloir les vendre localement avant. Dans des gros... Oui, puis mettons, dans des plus gros amphithéâtres, puis avoir du merch, comme on dit, donc de la marchandise à l'effigie de l'équipe. Construire ce bassin-là, s'assurer qu'il soit vraiment solide. Parce qu'avant, justement, de jouer tous les matchs au Centre Bell, parce que ça coûte un bras, louer le Centre Bell, est-ce qu'ils peuvent remplir Laval à tous les matchs? S'ils font ça, une 2e année, une 3e année, après ça, on s'en va, mettons, au Centre Bell, ou on s'en va à Québec aussi. Pourquoi pas? Mais là, les 3 prochaines années, je pense pas que les propriétaires de la Ligue, ça les intéresse d'élargir les cadres. Mais là, tu as ouvert une porte. Tu te dis, là, il y a un propriétaire unique pour l'instant. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as dit? En tout cas, ça semblait ouvrir la porte. C'est surprenant que ce soit un plan à long terme. Ça peut pas, si tu veux que la Ligue grandisse. Mais pensez-vous que la Ligue... Parce que, corrigez-moi si je me trompe, mais la WNBA, c'était ça aussi, il me semble. Quand ça a commencé, il y avait juste un propriétaire. Puis, finalement, ces équipes-là ont été revendues, non? Est-ce que c'est peut-être pas pour la WNBA, mais est-ce qu'on peut penser que éventuellement l'équipe de Montréal serait à vendre puis qu'on aille chercher des investisseurs locaux pour les 6 équipes? Parce que les formules hybrides ont rarement fonctionné parce qu'avec 3 propriétaires et les 3 autres qui appartiennent, ça ouvre la porte à trop de conflits d'intérêts, tout ça. Est-ce que dans le plan, ça, ils ne nous l'ont pas dit encore? Ça commence. Tout ça s'est fait tellement rapidement. Mais il faut croire qu'à un moment donné, il va être question d'expansion. Et s'il y a expansion, est-ce que ça va être avec un propriétaire unique ou à ce moment-là, on va se retrouver avec 8, 10 propriétaires? Et là, c'est plus la même dynamique du tout. Mais j'ai l'impression qu'à court terme, le plan, c'est de demeurer avec le propriétaire unique pour s'assurer justement ça comme faut. Que ce soit solide. Voilà. Puis que parce que là, il y a un bel élan. Est-ce que après 4 mois de congé, 5 mois de congé, à la fin de la saison, est-ce que cet élan-là va rester? Ou même, je pensais que tu allais dire, dans 3 ans. Moi, je pense que c'est plus là le test, là, parce que je pense que l'élan ne s'essoufflera pas. L'année prochaine, on va avoir les noms des équipes. Il va y avoir plein de choses qu'on va pouvoir, sur lesquelles on va pouvoir tabler. C'est ce que tu crois, en tout cas. Oh, oui, absolument. Parce que c'est la même chose. Le nom des équipes... tu penses qu'il n'y aura pas de nom d'équipe? Peut-être qu'éventuellement, il va en avoir, mais est-ce que ce sera l'an prochain? OK. Ils nous le disent pas. Oui, non, c'est ça. Même si on leur demande. Je pense que à répétition. Tu peux avoir confiance. Je suis assez convaincu que les équipes vont avoir des noms. Éventuellement. Quand ça va mais là, comme ils ont déjà pas mal écoulé toutes leurs marchandises, c'est vrai, là, la marchandise des équipes actuelles, là, ils ont refait le plein. Là, sur le site Internet, on peut en avoir, mais pendant une période, il n'y avait plus rien. Rien du tout. Tu voulais t'acheter une tasse de la LPHF, elle n'était pas disponible. Je suis un peu cheap, là. Moi, les chandails, c'est pas pour moi. Fait que là, pour vendre plus de marchandises, c'est sûr qu'avoir des logos d'équipe et des noms d'équipe, ça vaut la peine. Ça nuira pas. Puis visiblement, ça a marché assez bien la première vague.
Alors, suivez-le à sa prochaine conférence au HEC. Jean Saint-Onge, le descripteur des matchs de la LPHF Radio-Canada. Donc, on a dit 23 février. 24 février. C'est un dimanche. Oui. T'es là, c'est toi qui anime. Viens pas le 20. Ben, tu peux venir le 23, mais viens le 24. On ne faut jamais présumer de rien. Ah oui, non, tu as raison. C'est samedi le 24. Okay, je mélange avec un autre. Match à la télé et sur tout.tv. Sur ici.tv. Moi, j'aimerais dire sur ici.tv et aussi accessoirement sur comment ça s'appelle? Ici Télé. C'est ça. Ottawa, à Montréal, ici à l'Auditorium de Verdun. Tous les billets sont vendus pour l'Auditorium de Verdun. Donc, vous n'avez pas le choix. Il faut regarder la télé. C'est ça, il n'y a pas d'autre option. Merci, Jean. On te retrouve à ce moment-là. Christine Roger, toi, tu seras dans les coulisses ce jour-là. Merci beaucoup, Christine. Merci à vous deux. Merci à toi. Hey, on refait ça. On se reparle dans 2 semaines. Merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Puis, bon match. Là. Bon match. Bon match, mesdames, messieurs. Bonjour, ici Catherine Daou. Pour voir notre prochain match contre Ottawa, c'est sur ici tout.tv. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.